Madame Nancy Doyon et Monsieur Martin Daigle. Bonsoir les amis. Bonsoir. J'aime ça. On chante lorsqu'on parle, les Québécois. Mais en fait, l'idée, c'est que nous, j'ai dans mon audience aussi des gens du Québec. En tout cas, vu de France, c'est le sentiment qu'on a. Et je pense que votre façon de chanter, c'est surtout l'expression de votre joie communicative, de votre ouverture de cœur, de votre réelle et profonde bienveillance, de mon analyse à moi, largement supérieure à celle qu'il y a en France. Et c'est ça qui doit chanter à mes oreilles en tout cas. Bon, on va prendre le compliment. Prenez-le parce qu'il est sincère et qu'il est pensé et qu'il est, tellement authentique. Alors, on va dire bonjour aux gens qui sont avec nous. On a Laurent, Fabrice, Delphine, coucou Élise, ravi de te voir. On a déjà des personnes qui sont ici. Dites-nous, tiens, on va faire comme ça, là, parmi les personnes qui sont présentes, quelles sont les personnes qui sont parents, justement? Quelles sont les personnes qui ont des enfants et où, parce que même qui ne seraient pas parents, qui s'occupent d'enfants à un certain moment, ça peut être dans un contexte associatif, sportif, etc. Dites-nous dans le chat qui a ce rapport à l'empuissancement, à l'accompagnement, à l'éducation au sens large d'enfants. Dites-nous ce qu'il en est dans le chat. On a une petite dizaine de secondes de décalage, Nancy et Martin, entre quand ça s'inscrit dans le chat et quand on parle, juste pour votre info. Voilà, donc oui, on a des parents, on a 2 enfants, on a toutes ces choses-là qui viennent. Ok, très bien. Nancy et Martin, moi je vous connais parce qu'on est dans des programmes communs et qu'on partage les mêmes valeurs, mais justement, je trouve que ce Sommet Leader Time est l'occasion de vous permettre de vous faire connaître auprès de mon audience. Est-ce que vous pourriez vous présenter en toute simplicité? Bien sûr. Ouais, Martin Daigle, je vais commencer à chanter. Donc, Martin Daigle, je suis éducateur spécialisé de formation et coach familial. Nancy Doyon, moi, je suis éducatrice spécialisée aussi, coach familial, mais c'est moi qui ai développé l'approche du coaching familial ici au Québec. Il y a une dizaine d'années, je suis la maman coach familiale du Québec. J'ai développé ma propre approche qui s'appelle l'approche responsabilisante, où on cherche à responsabiliser les enfants étape par étape de la naissance à l'âge adulte. Et puis, ben, mon approche ayant bien fonctionné, j'ai développé une école de coaching familial. Maintenant, je forme des intervenants à mon approche un petit peu partout sur la planète, sur le web, bon, en temps de COVID, mais normalement, je me déplace un peu aussi, un peu partout sur la planète. Et je suis auteure, j'ai écrit 7 bouquins sur la parentalité ou sur l'intimidation aussi pour les enfants. Pourquoi tu ris? Il y en a un 8e et un 9e en route. C'est pour ça qu'elle avait du mal, elle disait 7, elle ne savait plus où elle en était en fait. Je suis aussi conférencière, donc je donne des formations et des conférences aux parents, mais aussi aux intervenants. Et le leadership éducatif, je te dirais que c'est mon approche de base depuis déjà plusieurs années. J'étais allée suivre une conférence d'un conférencier québécois, Sylvain Boudreau, qui est devenu mon ami depuis, qui fait une conférence qui marche très, très bien ici, qui s'appelle le Moi Inc. Yes. Et qui comparait un peu notre vie à la gestion d'une entreprise. Et si on gérait notre vie comme on gère une entreprise. Et à l'époque, ça m'avait beaucoup parlé, puis je disais, oui, mais ça s'applique aussi à la parentalité. Être leader d'une entreprise, être leader politique, être leader sportif, ça s'applique aussi à la parentalité. Et je me suis mise à mijoter, à lire là-dessus. J'ai fait une formation en coaching d'affaires alors que je travaillais avec les parents. Ensuite, bon, je me suis formée au coaching en PNL aussi. Mais je me disais, il y a vraiment des liens à faire. Et depuis ce temps-là, on a un programme web qui s'appelle Parents Leaders, où on accompagne des parents à développer leur leadership éducatif pendant une année entière. Au printemps, on aura un sommet du leadership éducatif, où justement des intervenants comme toi et comme d'autres viendront parler de leur vision du leadership éducatif. Et pour moi, c'est devenu une évidence que d'être un bon parent, au-delà des approches de bienveillance, on reste dans la bienveillance, mais pour moi, il y a un petit truc de plus où je me dis,
Être parent, ce n'est pas juste éduquer nos enfants, c'est de les élever, les faire grandir. Et pour ça, il faut se détacher un petit peu du comportement. Je trouve que comme parents, on passe beaucoup trop de temps à vouloir bien dresser nos enfants pour qu'ils se comportent bien, plutôt que de mettre notre énergie à les faire grandir. Et en bout de ligne aussi, il y a un truc que j'avais lu sur les animaux où je me disais, bon, ben, quand on éduque un chien, il faut être son chef de meute. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe chez les loups, on se dit, ben, dans une meute de loups, il y a un chef de meute et c'est pour une notion de sécurité. Et dans ma réflexion, je me disais, depuis l'aube de l'humanité, partout sur la planète, quand il y a eu des humains quelque part, ils se sont regroupés en meute, en troupeaux, en villages, et chaque fois, il y avait des chefs. Et c'était une question de sécurité. Et je me disais, pour nos enfants, pour bâtir leur sécurité affective, ils ont besoin de sentir qu'ils ont un chef. Je trouve qu'avec certaines approches qui ont émergé dans les dernières années au niveau de la parentalité positive, avec lesquelles je suis parfaitement d'accord, mais certains parents, en adoptant les approches de parentalité positive, ont oublié qu'ils avaient aussi un rôle de chef de meute, aussi un rôle de leader pour installer la sécurité affective des enfants et qui se sont peut-être un peu trop mis à jouer leur rôle comme s'ils étaient copains-copains avec leurs enfants et parfois même en laissant l'enfant dans une position haute de leader. Et c'est un peu à travers toute cette réflexion-là que je suis allée me chercher des outils et des réflexions que j'ai développé un petit peu mon approche au niveau du leadership et de la responsabilisation. Voilà, c'était une longue... Une courte présentation. Une présentation qui devait être, parce que ça permet... Oui, je vais aller chercher un café pendant ce temps-là. Allez, vas-y, ouais. Tu m'en rapportes un au passage. Et oui, c'est vrai que nos amis sont en milieu de journée chez eux, hein, alors que nous, on est certes à 17h ici pour une partie d'entre nous, et il commence à faire un peu sombre déjà. Alors, c'est super intéressant, parce que tu nous parlais de la bienveillance, et moi, j'ai coutume te dire que dans le leadership, parce que tout comme pour les enfants, la bienveillance, qui est un mot qui est un peu galvaudé, moi j'aime dire qu'elle rime avec exigence. Comment tu vois ça en tant que parent, ce couplage bienveillance et exigence? Comment tu vois ou comment vous voyez ça? Je vous laisse répondre comme vous le sentez. Il se plaît que je parle beaucoup, mais tu vois. Alors attends, justement, je vais orienter. Je fais exprès de poser une question qui est peut-être clivante ou provocante ou maladroite exprès. S'il y avait un couplage bienveillance et exigence, partant de ce constat-là, je pense qu'on en est convaincu. Est-ce que selon vous, quand on est dans un couple avec un père et une mère, l'un des deux doit incarner plutôt l'un et plutôt l'autre ou pas? Je pense qu'il peut y avoir une complémentarité, mais moi, avec quoi j'ai de la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que l'un des parents soit à l'un extrême et l'autre à l'autre extrême. C'est là qu'il peut survenir des problèmes. Lorsque un parent est trop bienveillant et devient un petit peu trop mou comme parent et que l'autre parent est beaucoup trop rigide, l'enfant, à un moment donné, devient en déséquilibre. Il ne sait plus sur quel parent s'appuyer. Il ne sait plus vers où, c'est quoi la façon de procéder. Mais on a tendance à vouloir faire ça à titre de couple. Moi, je peux le vivre des fois avec mon ex-conjointe, qui est la mère de mon plus jeune, où est-ce qu'elle est très rigide. Et moi, de l'autre bout, j'essaie d'être plus doux, alors que je me dois de ramener un petit peu le pendule pour être bienveillant, mais quand même avoir une certaine fermeté à travers ça. Jacques Salomé disait les enfants ont besoin d'un père et d'un papa, d'une mère et d'une maman. Ils ont besoin, le père étant, pour Jacques Salomé, la figure d'autorité, la personne qui met des règles, la structure, de la rigueur. Et le papa, c'est celui qui est peut-être plus joueur, câlin. La maman, c'est celle qui prend soin, c'est celle qui dorlote. Et la mère est peut-être celle qui s'occupe des routines, fait faire les devoirs, met des règles, etc. Et je crois qu'ils ont besoin des deux. Un enfant qui a un père et une maman
risque de se retrouver dans une espèce de conflit de loyauté où il se dit, ben, lequel de mes deux parents est le bon parent? Et tu sais, on a le droit d'avoir des styles de leadership différents. Bien sûr. D'être un peu plus l'un, un peu moins l'autre, c'est correct. Mais chacun de nous, comme parents, se doit d'incarner les deux. Et nous, on parle, quand on parle de leadership éducatif, on parle de fermeté bienveillante. La bienveillance, c'est vouloir le bien d'eux. Et toi, tu parlais tout à l'heure d'exigence. Ben oui, dans la fermeté, il y a de l'exigence. Vouloir le bien d'eux, c'est pas toujours que à travers la facilité et la douceur. Vouloir le bien d'eux, de nos enfants, ça peut aussi être les sortir de leur zone de confort, de leur mettre une routine qui va leur permettre d'avoir une vie saine, de les obliger à faire leurs devoirs même s'ils n'ont pas le goût parce que ça va leur permettre de vivre des réussites académiques, de refuser qu'ils mangent certains trucs parce que c'est pas bon pour eux. De les envoyer au lit même s'ils n'ont pas sommeil parce que c'est pour leur santé. Donc, la bienveillance, c'est pas toujours que de dorloter nos enfants et d'être toujours dans la douceur. Vouloir le bien d'eux, c'est parfois aussi, j'aime bien, couplé avec avoir des exigences, pousser un peu nos enfants, les amener un peu à se dépasser et à tolérer certaines frustrations. Vouloir le bien de nos enfants, c'est de les amener à tolérer les frustrations, à vivre des échecs. Absolument. Pour apprendre à se relever, développer leur résilience. Vouloir le bien de nos enfants, c'est aussi leur apprendre qu'ils ne sont pas le centre de l'univers. Et moi, je disais souvent à ma fille, quand elle était plus jeune, maintenant elle a presque 22 ans, je lui disais, tu sais, ma choupinette, je t'adore, mais tes désirs valent pas plus cher que les miens. Et mes besoins ne valent pas moins cher que les tiens. Alors, si c'est le moment d'aller en vacances, bien sûr, on va faire des activités qui vont te faire plaisir, mais pas que. Il y aura aussi des activités que toi, tu n'aimeras peut-être pas, mais qui vont servir à me faire plaisir à moi. Parce que dans ma bienveillance, je veux t'apprendre que tes désirs ne sont pas toujours prioritaires à ceux des autres. Excellent. Je veux t'apprendre à t'adapter aussi aux autres. Puis là, j'apporterai un point parce que en inculquant cette façon de voir les choses comme ça, c'est lui apprendre à vivre au futur aussi, d'avoir un plan de match éventuellement pour le futur. Donc, oui, d'avoir certaines exigences, mais dans le but qu'ils puissent grandir et affronter le futur aussi. Oui, c'est ça. Souvent, dans notre approche, ce qu'on explique aux parents, c'est qu'on leur demande de prendre la hauteur, comme dirait François Lemay, prendre la hauteur et observer un petit peu les choses, puis se dire, ben, je dois me décoller de ce qui se passe ici maintenant pour prendre du recul et me demander qu'est-ce que je veux enseigner à mon enfant à plus long terme. Juste à bien se tenir à table. Est-ce que c'est vraiment ça le message prioritaire que je veux enseigner à mes enfants? Ou bien je veux leur enseigner le respect de soi, le respect des autres, se décoller un peu du quotidien. Tu parlais de plan de match, ben tu sais, moi j'ai envie de demander aux gens, si tu me permets, Nicolas, avec joie. Les gens qui sont là, pensez à un leader qui vous inspire. Ça peut être un patron que vous avez eu. Ça peut être un enseignant qui vous a inspiré vraiment, que vous trouviez que c'était un super leader. Ça peut être un leader politique. Moi, mon leader préféré, c'est Barack Obama et sa femme. Ça peut être un leader sportif. Oui. Et pensez à ces personnes-là et demandez-vous quelles sont les qualités de ces leaders-là. Comment ils font concrètement, quel comportement ils ont, quelles attitudes ils ont, qui dénotent du leadership. Venez nous l'écrire, on trouve ça intéressant. Exactement. Mettez-le dans le chat, qu'on voit ce que vous en dites. Vous pouvez, si vous voulez, nous dire à quel leader vous pensez, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quelles sont ces qualités sous-tendues par ce leader. Exactement. Oui. Et après ça, se demander, ben, ces qualités-là que j'admire chez les leaders, comment est-ce que moi, je les incarne auprès de mes enfants?
On demandait à nos parents leaders récemment, en 2021, qui veux-tu incarner pour tes enfants? Qui veux-tu être pour tes enfants en termes de leader? Et comment, concrètement, tu vas l'incarner au quotidien? À travers quels actes, à travers quelles positions et quelles décisions, effectivement. Et à travers ça, on se demander quelles sont les valeurs que je veux inculquer à mes enfants? Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Quand dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils voleront de leurs propres ailes et qui parleront avec leurs amis, qui diront « Ah, moi, ce que je retiens de mes parents, c'est... Ma mère disait toujours... » Mange tes légumes, sinon tu n'auras pas de dessert. Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, très juste. Très juste. En partant du principe que les enfants, ils reproduisent ce que les parents font et sont, et surtout pas ce que les parents leur disent. Exact. Et on a une expression ici au Québec qui dit « il faut que les bottines suivent les babines ». Donc, ce que l'on dit, on doit l'incarner et le faire. C'est ça. Parce que les enfants sont pas idiots. Là. Oh non. On leur dit des choses, mais qu'on ne les met pas en application au quotidien, ils vont venir à un moment donné nous confronter et dire non, ce que tu me dis, c'est pas en alignement avec ce que tu fais au quotidien. Ouais. À l'adolescence, tout à coup, ils ont des nouvelles lunettes et tout à coup, ils les voient, nos incongruences. Ils sont capables de venir chercher le moindre petit point qui n'est pas cohérent dans ce qu'on leur demande. Alors tiens, justement, ce cas-là, parce que potentiellement, on peut te confronter à ça. Est-ce que vous avez des conseils à donner si on a des adolescents ou pas d'ailleurs, mais qui viennent nous challenger, qui viennent justement, comme Martin, tu le dis, pointer là, ces points-là? Quelles seraient les bonnes façons de réagir face à ça, qui évidemment traduirait une forme de leadership pour nous? OK. De un, accepter qu'on fasse des erreurs nous-mêmes. C'est clair. Accepter nos propres défis. Donc, avoir l'humilité d'avouer à nos enfants que non, on n'est pas parfait. Et que ça peut nous arriver, nous aussi, de faire des chutes puis de se relever. Et que si l'enfant est capable de relever une petite incohérence, de dire « Hey, sais-tu, c'est vrai, tu as raison. » Et non chercher toujours à se défendre. Et dire « OK, je vais essayer de corriger ce point-là. Je te demande ça, mais dans le fond, je réalise que je ne le fais pas. » Exemple, le temps d'écran, ça peut être facile aussi pour un parent de dire à son adolescent « Lâche ton cellulaire. » Mais lui, de son côté, il est constamment sur son cellulaire. Et voilà. Donc, il faut qu'il soit en cohérence. Est-ce que quand l'adolescent va te confronter en disant « Ouais, mais tu me demandes mais pourquoi tu passes tes soirées sur ton cellulaire? » Tu sais quoi? C'est vrai. Oui, complètement. Donc, à partir de maintenant, je prends l'engagement, moi aussi, de faire attention. Puis tu es autorisé à me soulever de façon adéquate, naturellement. Mais oui, je peux soulever mes erreurs de temps en temps. Être un bon leader, c'est d'accepter aussi de se faire dire les vérités par son enfant. Oui, c'est exactement ça. J'ai coutume de dire qu'un leader, dans la vie en général, c'est quelqu'un qui non seulement accepte les critiques, mais fait plus que ça, exige les critiques. Dit, j'attends de toi que tu me fasses des feedbacks, que tu me fasses des critiques. Et moi, j'ai 2 enfants extraordinaires, adolescents, qui évidemment observent ce que je fais. Et je suis très à l'écoute de ce qu'ils me disent parce que je sais que ça peut m'aider. Je vais vous donner 2 exemples tout simples. C'est mon fils, mon grand, qui disait « Ouais, tu vois, quand tu fais tes posts, tes publis là, sur Instagram, là, c'est un peu flou, c'est pas très net, c'est pas de bonne qualité. » Et en fait, il avait raison. Je faisais les choses, j'arrivais pas à avoir de bonne définition, etc. J'ai vu avec mon prestataire comment on fait. Et là, il me dit « T'as amélioré la qualité, là, ça y est, c'est nickel. » Je dis « Oui, je t'ai écouté, Loulou. » Ah, ok, c'est bien. Et un autre exemple, ma petite de 12 ans, ça peut vous faire sourire. On a le même mentor, Martin Latulippe, vous et moi, on est dans le même cercle. Et j'ai reçu, comme vous, il y a quelques jours, semaines de ça, un carton avec des cadeaux de Martin, dont une veste avec le sigle de Martin, des choses avec le sigle de Martin, ce joli stylo avec mon prénom, etc. Et Margot, ma petite, me dit
parce qu'elle sait que je veux développer mon activité, elle sait que je m'inspire de ce que Martin fait. Elle me dit, il a sa propre marque, Martin la Tulipe. Je dis, bah ouais, tu vois, il a sa propre marque, son logo, tout ça. Elle me dit, bah il va être temps que tu accélères et que tu le fasses. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, mon ego aurait pu prendre ça en mode « oh, ça va, blablabla ». Et je l'ai regardé, je lui ai dit « T'as raison, chérie, t'as raison ». Et j'ai vraiment le sentiment que, en leur rappelant qu'on a nos désirs et nos besoins, comme tu le disais, Nancy, et que les leurs ne sont pas prioritaires, qu'à chaque fois qu'on leur donnera un message « Ta parole compte, ton avis m'est important, et je tiens compte quand je suis à côté de la plaque de tes remarques », on va leur permettre aussi d'exprimer leur propre leadership. Comment vous vivez ça, vous? Oui, ben, moi, une des choses magnifiques que j'ai vécues avec ma fille, bon, ici, je suis assez souvent dans les médias, radio, télé, et régulièrement, quand je préparais, je le fais encore aujourd'hui, mais quand je préparais une chronique, je lui demandais son avis. Et ben, je l'ai fait même cette semaine. Ouais, je l'ai fait cette semaine. Je lui demandais, je faisais une entrevue avec quelqu'un sur être une maman entrepreneur et l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Et je lui demandais, ben pour toi, quels ont été les impacts positifs, négatifs d'avoir une maman entrepreneur? Et chaque fois que je fais ça, ma fille m'apprend beaucoup et je l'écris même dans une dédicace. Je suis persuadée que j'ai beaucoup plus appris de ma fille que ce que j'ai appris à ma fille. Tellement, pareil, tellement. Si les gens ont envie, on a des vidéos sur notre chaîne YouTube où justement on fait des entrevues avec nos enfants respectifs, lui avec son fils Louis, moi avec ma fille, et on a fait des entrevues sans filet en disant selon toi, pourquoi est-ce qu'on a une si belle relation, nous deux, et on a eu des perles, ce que ma fille a sorti, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Et c'était, depuis ce temps-là, j'utilise ça quand j'en parle. Donc, une des choses qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en démontrant à notre enfant qu'il est à l'écoute, que son opinion est importante pour nous, on nourrit la relation qu'on a avec lui. Il se sent respecté, il se sent écouté de la part de son parent. Et ça, c'est de l'or en barre. Ah oui. Je me rappelle l'été dernier, bon, nous, on fait du camping ici. On était en train de chercher un endroit où on voulait installer notre camping-car et on regarde un peu les terrains. Et Louis, son fils, nous dit écoute, moi celui-là je l'aime pas, j'aime beaucoup plus celui-ci. Donc il nous fait part un peu de son opinion et je réagis en disant ben moi celui que j'aime c'est vraiment celui-ci. Il me dit bon ben moi je l'aime pas, moi c'est vraiment mon type de terrain. Et bon il se met en colère et il s'en va. On comprend pas trop. Et on laisse un peu la poussière retomber et un peu plus tard je le rejoins et je lui demande, je dis écoute, tout à l'heure, tu étais en colère, j'ai pas trop compris pourquoi. Peux-tu m'expliquer? Il dit non, ça va. Je dis, non, je veux vraiment savoir, ça m'intéresse. J'ai pas compris, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a dérangé là-dedans. Et il a pris le temps d'expliquer que il avait l'impression que dans la situation, on tenait pas compte de son opinion, qu'on tenait pas compte de son point de vue. Je fais OK, et qu'est-ce qui t'aiderait à sentir qu'on tient plus compte de ton point de vue? Très bonne question. Et il a pris le temps d'expliquer, ben écoute, moi je suis conscient que c'est pas moi qui paye, puis c'est pas moi qui ai la décision finale, mais si tu avais dit tel truc, je me serais sentie un peu plus considérée. Je fais OK, ben merci beaucoup, je vais en tenir compte. Ça veut dire que ça c'est super parce que ça pour moi c'est une perle pour l'audience. N'hésitons pas, je me mets dans le paquet de poser les questions. Qu'est-ce qui te ferait sentir et ressentir que je tiens compte de ton avis, que ton avis m'est important. Parce que peut-être que pour tes enfants, c'est ce que toi, ils t'ont répondu, que pour les nôtres, ça serait autre chose, parce qu'on a des sensibilités différentes. Et avoir le sentiment que notre avis compte, ce qui ne veut pas dire qu'on décide, que ce soit en entreprise ou dans la famille, c'est fondamental, parce que ça veut dire que je fais partie d'un tout et que j'ai le droit de conceptualiser des avis et qu'ils soient différents, mais surtout, j'ai la possibilité de les exprimer, quoi. Et un bon leader est capable de changer d'avis si l'argumentaire de l'autre côté est bon. On doit être capable de dire à son enfant, j'avais pas vu la situation de cette façon-là, tu m'apportes de bons points, mais tu sais quoi? Je vais changer d'opinion.
un bon leader est capable de dire à son enfant, on peut changer d'opinion. Oui. Parfois, à la maison, surtout avec les tout petits, on va mettre un stop à l'argumentation parce que, bon, tout le monde a des petits avocats à la maison. Parfois, on va mettre un stop à l'argumentation, mais je trouve ça intéressant que parfois, on la permette et parfois même qu'on la demande. Oui, oui, oui. On a un autre exemple. Louis, à ce moment-là, il y a 13 ans, il nous demande d'avoir un compte Netflix sur sa tablette. Et là, on lui dit, ben écoute, on trouve déjà que tu passes un peu trop de temps sur ta tablette. On n'est pas trop certain. Écoute, montre-nous pendant 3 mois que tu peux plus être autonome dans ta gestion du temps sur la tablette et reviens nous voir par la suite. Et il a tenu ses engagements, il a diminué son temps d'écran, il s'est mieux géré officiellement. Moi, un des trucs que j'aime beaucoup avec les enfants, c'est une liberté, une responsabilité. Oui. Tu vas avoir une nouvelle liberté, quelle responsabilité tu vas assumer davantage à partir de maintenant? Par exemple, ça pourrait être, tu veux te coucher un peu plus tard le soir, ben peut-être que tu pourrais assumer la responsabilité de faire ta routine près de dos, tout seul. Bref. Donc, on lui demande d'assumer la responsabilité de mieux se gérer son temps au niveau de l'écran, et il le fait. Dire, OK, ben, c'est une belle preuve de responsabilité. Et il revient nous voir, et j'ai adoré ce que Martin a fait. Je me rappelle plus. Tu lui as dit, convainc-nous. Convainc-nous. Prépare ton argumentaire. Moi, je suis un père. Ouais. C'est ça. Ce que je lui avais demandé, j'ai dit, OK, maintenant, tu nous as fait la preuve que tu es capable de gérer ton temps d'écran. Maintenant, amène-moi de l'argumentaire. Qu'est-ce qui ferait en sorte que je pourrais dire, oui, je t'accorde d'avoir un compte Netflix? Et mon fils est très brillant. Hein? Il sait que des fois, il y a de la difficulté à faire de l'argumentaire, mais il sait fort bien qu'Emmanuel, la fille de Nancy, est capable de faire de l'argumentaire. Donc, il était trouvé Emmanuel. Il dit, Emmanuel, peux-tu me donner un coup de main? J'apporte des arguments pour avoir un compte Netflix. Il a tout pris par écrit. Donc, Emmanuel, il a sorti certains points. Et puis, Louis est venu s'asseoir avec nous. Il dit, c'est beau, au niveau des arguments, maintenant, c'est argument 1, argument 2, argument 3, argument 4. Là, j'ai fait, OK, vu comme ça, je ne peux pas refuser. Ouais, c'est ça. Et c'est bien montré qu'on n'est pas nécessairement obtus, parce que ce qui peut amener des tensions, en fait, entre les parents et les enfants, mais en fait, entre tout type d'humains, là, on le focus sur entre les parents et les enfants, c'est que on a, dans le sens de John DeMartini, on a un système de valeurs, potentiellement, nous, les adultes, les parents, et les enfants en ont un autre. Par exemple, Fortnite, l'addiction au téléphone portable, etc., ça correspond au système de valeurs du moment de certains de nos enfants. Ouais. Et c'est très, 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 très loin dans le système des valeurs des parents. Sauf que si nous, parents, on se décide de plaquer notre système de valeurs, qui souvent, vis-à-vis de nos enfants, me semble être « tu dois travailler pour pouvoir avancer, pour pouvoir ceci, mettre du sérieux dans ta vie », on va non communiquer avec nos enfants, parce qu'en fait, ça va être une façon de forcer ce qui est notre système de valeurs, et c'est le pire moyen de les amener à observer notre système de valeurs, pas forcément l'adopter, mais l'observer. Et il me semble essentiel qu'on soit en capacité de respecter ce qui est leur système de valeurs à leur âge et de leur permettre de s'ouvrir à un autre. Comment on peut faire ça quand on est parent? Tu vois, j'aime bien, je trouve qu'un bon leader, justement, a pensé, a pris du recul et a pensé à quelles sont les valeurs prioritaires que je veux enseigner à mes enfants. Oui. On fait souvent faire un exercice de priorisation des valeurs à nos parents leaders pour dire, OK, ben, il y en a 1000 des valeurs que je pourrais vouloir transmettre. Mais trop de messages dilue le message. Oui, oui. Et parfois, il faut se demander quelles sont les valeurs que je veux inculquer qui vont permettre à mon enfant, une fois adulte, d'être un meilleur humain, d'accord, mais aussi d'être mieux dans ses baskets, mieux dans sa vie. Qu'est-ce qui va lui permettre? Parce que ultimement, tous les parents, ce qu'on désire le plus pour nos enfants, c'est qu'ils soient heureux. Oui. Ensuite, ben,
comment je vais incarner ces valeurs-là? Comment est-ce que mes règles de la maison seront teintées de ces valeurs-là? Mais il faut avoir en tête que quand va arriver l'adolescence, et on le vit un peu présentement avec la mère de Louis, quand va arriver l'adolescence, ben les enfants, les adolescents ont besoin de s'affirmer. Et ont besoin, moi je dis souvent, de 0 à 10-12 ans, mettons 0 à 12-13 ans, nous, on a établi les balises du carré de sable. On a dit aux enfants, voici ton carré de sable, voici où est-ce que tu peux jouer. Au début, on accompagne beaucoup les enfants dans leur carré de sable. Les enfants ont besoin, 0-5 ans, d'essayer de tester les balises du carré de sable pour bien comprendre. Ensuite, bon, ben, on leur laisse de plus en plus de liberté dans le carré de sable. Mais après, à l'adolescence, ils doivent sortir du carré de sable pour bâtir leur propre carré de sable. Et parfois, ils vont rejeter complètement nos valeurs, temporairement, pour se dire, OK, ben moi, je veux plus ça, et qu'est-ce que je veux? Et souvent, plus nous, on va insister pour qu'ils gomment nos valeurs, plus ils vont les rejeter. Bien sûr. C'est une phase qui est hyper importante. Et souvent, ça se passe à l'adolescence. Et c'est pour ça que souvent, il y a des adolescents qui sont en confrontation constante avec leurs parents. Ouais. Ils essaient de s'identifier à leurs propres valeurs à eux. Ils essaient de repousser les valeurs qui leur ont été imposées lorsqu'ils étaient jeunes en disant « Je suis capable maintenant de prendre mes propres responsabilités et mes propres décisions. » Dans le fond, le message qu'ils nous envoient, c'est « Je suis un être à part entière. » Et oui, l'identité. Ouais. On le voit présentement, nous, on le vit, là, plus la mère de Louis insiste pour qu'il ait de bonnes notes, plus il se désinvestit à l'école, et plus il dit « Bah, j'ai la note de passage, on s'en fout. » Elle vient hors d'elle. Donc, il a fallu que j'aie une discussion avec la mère de mon fils pour justement lui dire, ben, il faut que tu cesses de lui mettre la pression de perfection, de dire, il faut que tu amènes toujours de très bonnes notes à l'école. Présentement, dans sa période d'adolescence, il commence à se braquer à ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, s'il y a des mauvaises notes, juste lui demander, OK, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette note-là? Est-ce que tu es satisfait de cette note-là? Et j'ai dit, on doit agir à titre de comme une soucoupe en dessous d'une tasse. J'expliquais à la mère de mon fils, présentement, à l'adolescence, souvent, la tasse le réservoir à émotion, la tasse va déborder. Donc, il ne faut pas essayer de mettre la main sur le bout de la tasse pour essayer que ça ne déborde pas. Ce qu'on doit faire, c'est d'être la soucoupe dessous la tasse pour accueillir le trop-plein et essayer de l'accompagner pour qu'il puisse grandir dans ces épreuves-là. Très, très belle image. La recherche d'identité de l'adolescence, c'est très, très, très exigeant pour nos enfants. Oui, puis tu sais, je trouve que c'est notre rôle rendu là est de moins en moins un rôle de contrôle, quoique on va encore mettre des règles, des balises, mais accompagner notre jeune dans la quête de soi. Donc, dans la situation présente où les notes, par exemple, de Louis descendent, ça va être beaucoup plus gagnant de s'asseoir avec lui puis de lui dire, bon, ben, toi, quels sont tes objectifs? Toi, tu voudrais avoir quelle note? Toi, qu'est-ce qui est important pour toi à l'école présentement? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu aimerais? Vers où tu t'en vas? De quoi est-ce que tu as... Une question aussi bien intéressante à poser à nos enfants le plus tôt possible, c'est de quoi aurais-tu besoin? Comme parents, on a tendance souvent à présumer des besoins de nos enfants et à les répondre à ces besoins-là en pensant qu'on a la bonne réponse. Puis là, je parle d'adolescents, mais c'est vrai même pour un tout petit. J'ai un tout petit de 3 ans, 4 ans qui pleurniche pour rien ce soir. Plutôt que de lui dire, ben voici ce que tu vas faire, voici. Peut-être que parfois, je peux aller m'asseoir par terre, le regarder et lui dire, ça n'a pas l'air de bien aller pour toi. Qu'est-ce qui te ferait du bien? De quoi est-ce que tu aurais besoin? Et peut-être que mon coco a besoin d'un câlin. Peut-être que mon coco a besoin de jouer seul. Peut-être que mon coco aurait besoin de sortir dehors un peu. Et peut-être qu'il ne saura pas répondre. Et aussi.
Mais il a perçu l'intention. Oui, il va entendre que ça m'intéresse. Alors, tu sais, si on prend l'exemple de son fils, ben, de dire, ben, présentement, de quoi est-ce que tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu veux pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? C'est ça que les copains, présentement, au niveau des priorités, là, tu sais, tu parlais d'échelle de valeur. Les copains, dans l'échelle de valeur, sont là. Oui. Les bonnes notes. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Vous avez donné beaucoup de pépites là. Pour moi, je veux rebondir dessus. Il y a un modèle, je l'ai déjà dit il y a 2 ou 3 soirs de soir dans le cadre du sommet. C'est le modèle de Baumeister qui dit qu'il y a 3 étapes clés et indispensables. C'est pas des étapes, 3 éléments clés pour développer l'estime de soi de nos enfants. Et ça, pour moi, c'est un challenge essentiel qu'on a. Et que parmi ces 3 éléments, le premier, c'est de donner un cadre et des règles strictes. Donc, c'est le bac à sable dont tu parlais. Ouais. Ensuite, c'est de lui donner et leur donner un espace de liberté et d'autonomie. C'est-à-dire que tu as le cadre, ok, mais à l'intérieur, tu peux faire des pirouettes, faire plein de choses, tu as ton espace de créativité. Et le 3e élément que je voudrais qu'on partage et qu'on aborde, que Baumeister nous propose, c'est avoir vis-à-vis de notre enfant de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel étant, loulou, quelles que soient les pires bêtises que tu feras, je t'aimerai quand même. Autrement dit, c'est pas parce que tu ramènes une mauvaise note que je ne t'aime pas, c'est pas parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé que je ne t'aime pas, je t'aime tout le temps. Et c'est justement dans ce contexte-là, dans cette enveloppe-là, que je serai là pour toi et avec toi. Comment vous visitez ce sujet de l'amour inconditionnel vis-à-vis des enfants? Et là, Nicolas, tu m'amènes sur un terrain que je ne croyais pas aller. Mais magnifique. Tu m'amènes là. Puis, ouais. Moi, j'ai 2 fils. J'ai mon fils Louis, qui est le plus jeune. Qui a 14 ans. Qui a 14 ans. J'ai un 2e fils qui est plus vieux. Ouais. D'une ancienne relation. Ouais. Lui va avoir 21 ans. OK. Donc, au niveau de l'adolescence, pour Jonathan, il a vécu une adolescence très, très tumultueuse. Et il était constamment en confrontation. Donc, au niveau des règles, il confrontait nos règles, il confrontait nos valeurs. Et puis, Jonathan a toujours pris de mauvaises décisions, a toujours eu des mauvaises fréquentations tout le long de son adolescence. Beaucoup tendance à s'auto-saboter, malheureusement. Ce qui faisait que on ne connaissait pas ses amis. Jamais il avait ses amis ici parce qu'il savait que ce n'étaient pas des personnes recommandables. On a déjà eu des appels de la part de la police pour dire qu'il avait commis des infractions. Il a failli passer en cours pour une situation particulière. Mais à travers tout ça, oui, ça peut être confrontant de parents de voir son enfant s'éloigner du chemin. Parce que moi, je fais une conférence qui s'appelle on ne peut pas, il faut lâcher prise face au chemin qu'on se fait nous-mêmes pour nos enfants. Une conférence sur l'impuissance parentale. L'impuissance parentale. Et là, je deviens émotif, je m'excuse. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis une personne un peu comme Robert Savoie, je pleure de façon systématique quand on parle des émotions. Robert Savoie était mon invité dans la première édition du Sommet Leader Time, point 1. Et point 2, notre camarade Yannick Alain m'a fait pleurer il n'y a pas plus tard que 3 soirs de soie, donc tu peux y aller. Excellent. Donc, ça peut être confrontant à titre de parent. Et j'ai été confronté et j'ai eu une discussion avec mon fils à un moment donné où est-ce que il m'a dit, papa, je le sais, le chemin que tu t'es fait pour moi. Je le sais que je ne suis pas ce chemin-là. Mais j'ai besoin de tracer mon propre chemin à moi, vivre mes propres expériences à moi. Je ne veux pas être toi, je veux être moi. À partir de ce moment-là, il y a un lâcher-prise qu'il faut que se fasse. Et juste dire, sais-tu quoi, mon fils? Peu importe les décisions que tu vas prendre, je vais toujours t'aimer. Oui. Je ne serai pas d'accord avec les décisions que tu vas prendre, mais mon amour pour toi va toujours être là. Ouais. Moi, à un moment donné, il m'avait dit, écoute, Nancy, je sais que je te déçois.
Et je dis, OK, et qu'est-ce qui te fait penser que tu me déçois? Il dit, bon, je suis un peu délinquant. Et moi, j'ai travaillé plusieurs années en délinquance. J'ai dit, écoute, mon cœur, tu fais des drôles de choix avec lesquels je suis pas d'accord, mais je serai jamais déçue de toi. Est-ce que je trouve que tu fais des choix bizarres? Oui. Mais il n'y a rien, absolument rien que tu puisses faire qui va faire que je serai déçue de toi. Il avait pleuré. Moi aussi, d'ailleurs. Mais tu vois, ça fait partie aussi de... Il faut absolument faire attention. Un des trucs qu'on travaille avec les parents leaders, c'est de dépersonnaliser nos interventions. Oui, oui. Personnaliser nos compliments, dépersonnaliser les reproches. Donc, plutôt que de dire tu es méchant, je lui dirais j'aime pas ce que tu as fait. Ou je suis pas d'accord. Plutôt que de dire hey, tu as frappé ta sœur, tu as fait mal à ta sœur, tu as fait pleurer ta sœur, je vais lui dire des trucs comme c'est interdit de frapper ici. Donc, on dépersonnalise, parfois même on va généraliser. Ce type de comportement-là n'est pas permis nulle part. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Continue. Je propose ça en rebond de ce qu'on disait sur l'amour inconditionnel et de ce que Martin nous a partagé. C'est ce poème si touchant pour moi de Khalil Gibran qui dit que vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce poème-là, pour moi, il est tellement touchant. Je suis sûr que vous le connaissez, mais je veux juste le proposer en toile de fond là pendant qu'on échange parce que il dit tellement quand on veut être dans le contrôle, et je ne parle pas de la maîtrise, dans le contrôle de nos enfants, c'est le pire qu'on puisse faire en fait, parce que on doit les mettre sur le chemin comme cette flèche de l'archer. À partir du moment où la flèche est lancée, ça leur appartient. Et c'était impressionnant ce que Martin disait sur le fait que ton fils disait je sais, mais je dois faire mon chemin telle cette flèche qui doit aller vers sa cible et qui peut-être prendra plein de chemins différents pour pouvoir l'atteindre. Oui. Et puis, ben, tu sais, nous, maintenant, Jonathan est parti de la maison, il habite en appartement. Et ce qu'on se disait justement récemment, c'est que comme on le voit moins souvent, on a le réflexe de lui dire comment ça va, est-ce que tu as un boulot, est-ce que tu te comportes bien? Et on se disait récemment, il faut arrêter de faire ça. Il faut juste, quand il est là, lui dire qu'on est content qu'il soit là. Tel qu'il est, sans aucune... Oui, inconditionnellement. Et dans l'amour inconditionnel aussi, Nicolas, pour peut-être Claire, par rapport à mon fils, Jonathan, on a passé 1 an, une année entière sans le voir. Ouais. Et c'est dur pour un cœur de père de ne pas être capable de voir son fils pendant une année entière. Il nous faisait des coucous pour nous dire qu'il était vivant, mais on ne le voyait pas. On l'invitait à la maison, on l'invitait à venir en voyage, on l'invitait et il ne voulait pas. Je pense qu'il avait besoin de prendre du recul. Il avait besoin de prendre du recul. Et là, on a fait, durant la période des fêtes, on l'a reçu, Jonathan, ici. Et puis, on a pris entente, moi et Nancy, pour dire on ne fait pas mention de ça. On ne lui mentionne pas « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ouais, la dernière année, ouais, c'était plate. » Non. On va juste être là avec lui. Apprécier le moment. Et là, je vais me mettre à pleurer parce qu'il dit « Papa, plus le temps passait, plus je me sentais mal à l'aise de communiquer avec toi. » Et souvent, dans les relations, il y a des relations qui s'effritent comme ça à long terme et on ne sait plus pourquoi. Mon fils m'a envoyé un message extraordinaire lorsqu'il est venu en disant on a besoin d'être en contact, peu importe le nombre de fois qu'on va se voir, je veux qu'on continue à se voir de cette façon-là. Je ne veux pas créer cet inconfort-là lorsqu'on va communiquer ensemble. Mais tu vois, ça me ramène un peu un des messages qu'on a aussi au niveau du leadership éducatif, c'est notre travail de parents n'est pas de contrôler nos enfants.
Oui, il faut mettre des règles, oui, il y a des exigences, il faut les protéger sur ça, mais notre travail n'est pas de les contrôler. C'est de leur apprendre à faire des choix et à les assumer. Leur apprendre progressivement à réfléchir aux impacts possibles de leurs actions. Et certains enfants, comme Jonathan, mais même ma fille aussi a ce tempérament-là, plus on essaie de les diriger dans une direction, plus moins ils veulent y aller. Et parfois, c'est juste de dire, ben écoute, voici ce qui s'offre à toi. Oui. Je t'aide à réfléchir. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Si tu fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Si tu fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, choisis, décide et assume. Et tu as le droit de te tromper de direction, pourvu que tu prennes ce qui vient avec. Et puis, après, ben, tu peux toujours rechanger de direction. Ah, quand je travaillais en... Au secours, continue, je vais décrocher ce téléphone, peu importe qui appelle. Quand je travaillais en délinquance, je disais souvent aux adolescents, peu importe ce que tu as fait avant, assume, ensuite pardonne-toi et demande-toi ce que tu veux faire du reste de ta vie. Ouais, c'est en rebond avec quelque chose d'important qu'une amie commune à nous, Mélissa Normandin-Robert, elle me disait parce que pour elle aussi, élever ses enfants, c'est un défi, c'est quelque chose d'important. Et elle disait, pour moi, pour mes enfants, ce que je veux, c'est qu'ils soient capables aussi de construire et de connaître leurs non négociables. Ce qui est négociable dans la vie et ce qui ne l'est pas non plus. Et j'aime dans l'exemple que tu dis, c'est peut-être qu'à un moment donné, pour l'enfant, cette partie-là sera non négociable et que derrière, ça l'amènera à assumer. Parce que le verbe que tu utilises, à mon avis, c'est une leçon éducative fondamentale. Qu'il y a des conséquences à tout choix et à toute décision. Et en fait, certainement que notre job, c'est de les amener à prendre des décisions, poser des actes et en observer et mesurer ce qui se joue comme nous le faisons en étant adultes. Oui, puis, tu sais, à travers ce qu'on va leur apprendre en faisant ça, on va leur apprendre que, ben, ils ont le droit de se tromper, pourvu qu'ils assument. On leur apprend à faire des choix plutôt que de toujours chercher à plaire. À faire des choix qui leur ressemblent et à s'auto-définir. On leur apprend aussi forcément à s'affirmer. Moi, une des choses magnifiques que j'ai vues de ma fille il n'y a pas si longtemps, elle devait choisir faire son choix de carrière, où est-ce qu'elle est, dans quelle matière elle allait étudier, à quel endroit, et elle avait un copain. Et son copain allait étudier à un endroit. Et j'avais dit à ma fille, elle se demandait encore ce qu'elle allait faire. J'ai dit, écoute, est-ce que tu as vérifié qu'est-ce qui se donne comme cours où ton copain va? Elle dit, oh que non. Elle dit, il n'y en est pas question. Elle dit, si je fais ça, je risque de trouver un truc intéressant, mais dans le fond, c'est parce que je veux être avec lui. Elle dit, non, je vais choisir ce que je vais faire. Ensuite, je verrai où est-ce que j'irai étudier. Et finalement, ils sont allés étudier à 2 heures de route l'un de l'autre. Wow! Et ce qui était aussi intéressant, c'est que le père de ma fille n'était pas d'accord avec son choix de carrière. Et c'est lui qui paie pour ses études. Et elle lui a dit, écoute, je comprends, j'entends que tu n'es pas d'accord avec ce choix-là, que ça ne correspond pas à tes valeurs, parce que, bon, elle étudie en biologie, ça risque de lui donner des emplois un peu précaires. Pour son père, la stabilité d'emploi, avoir un bon salaire, c'est important. Et elle dit, écoute, j'entends, mais tu sais, pour moi, c'est justement non négociable. Et si tu choisis de ne pas financer mes études parce que tu n'es pas d'accord, je serai OK avec ça. Wow, impressionnant. Alors, elle n'a pas cherché à imposer ses valeurs. Oui. Elle a été capable d'accueillir la valeur de son père, mais de dire, ben ça, pour moi, c'est non négociable. Et je me disais, ben, tu sais, c'est justement le résultat, je vois le résultat de cette éducation-là, responsabilisante, ou plusieurs fois dans sa vie, je lui disais, oui, mais toi, ma choupinette, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? Toi, tu t'en vas où avec ça? Toi, qu'est-ce que tu... Donc, je l'ai amené beaucoup à s'auto-définir. Moi, je donne souvent l'exemple de dire, ben, quand on est dans une...
dans une parentalité de contrôle, où je cherche à ce que mes enfants obéissent. Avoir des enfants bien lisses, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des enfants, on fabrique des enfants Pinocchio. Vous connaissez l'histoire de Pinocchio? Oui, oui, Gepetto qui l'a fabriqué en. Ouais, Gepetto avait un contrôle total sur Pinocchio. Pinocchio dansait quand Gepetto voulait qu'il danse, il s'asseyait quand Gepetto voulait qu'il s'assoie, et il disait ce que Gepetto voulait qu'il dise. Un jour, la vilaine fée est passée et a coupé les fils. Pinocchio a attrapé l'adolescence. Et ben, qu'est-ce que fait Pinocchio? Il s'est poussé. Il s'est en allé le plus loin possible de cette personne-là qu'il contrôlait. Donc, la relation s'est perdue. Pinocchio avait toujours appris à obéir et non à réfléchir. Alors, il a fait tout ce qui lui passait par la tête. Il n'avait pas appris à réfléchir par lui-même. Et il s'est mis dans le trouble, il s'est mis dans le pétrin. Il s'est même mis en danger. Et comme Pinocchio avait toujours appris à obéir, il s'est trouvé des nouvelles personnes à qui obéir. Des fréquentations, il était très influençable, il avait appris à obéir. Alors, il a trouvé des mauvaises fréquentations et il s'est retrouvé à faire des délits parce qu'il avait appris à obéir. Alors, dites-vous bien que l'enfant bien docile que vous êtes en train d'essayer d'élever, ben un jour, il y aura personne pour lui dire, vous ne pourrez plus être là pour lui dire quoi faire, et il risque de se trouver de nouveaux mentors et de devenir très influençable s'il n'a pas appris à réfléchir. Ça veut dire que un enseignement important pour nos enfants serait-il de les mettre à l'épreuve et de leur proposer des épreuves en les laissant prendre des risques? Oui. Oui. Ben, en fait, j'ai un exemple de ça. Il y a quelques années, Louis, son fils, passe par une phase où, quand c'est l'heure des devoirs et leçons, il pleurniche, il veut pas, il est un peu en résistance. Alors, moi, plutôt que de tomber en résistance avec lui, donc être en confrontation, menacé, etc., je lui ai juste dit, écoute, mon cœur, fais tes choix. Moi, mes études, ils sont terminées. Mes diplômes, je les ai. Fais tes choix. Si tu veux pas faire tes devoirs, j'ai aucun mal avec ça. Ça t'appartient. Je vais écrire un mot à ton professeur et je vais lui dire que tu refuses de faire tes devoirs et observe, va voir ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive si tu ne les fais pas. Il a été complètement désarçonné et il me dit, ben, on dirait que tu me dis que tu t'en fiches. Je dis, mais non, je te respecte. Je te respecte. Peut-être que tu as besoin d'aller voir ce qui se passe. C'est ton apprentissage, c'est ton cheminement scolaire. Fais tes choix. Et finalement, ce soir-là, il n'a pas fait ses devoirs. Il a fait un choix. À un moment, il y avait un bouquin à lire, il ne l'a pas lu. Et il a expérimenté d'avoir la conséquence de devoir assumer ça devant son professeur, et puis après, il s'est réajusté, mais pas pour moi, pour lui. Ouais. C'est ça. C'est intéressant que tu donnes cet exemple-là, parce que moi, je peux témoigner aussi, j'aime beaucoup l'authenticité que vous avez, et c'est écrit dans le chat, incroyable témoignage, j'adore leur simplicité, etc. Mon fils avait le sentiment, et peu importe que ça soit vrai ou pas, s'il le vivait, c'est que c'était vrai, qu'on était très / trop présent auprès de lui. Et il a décidé de faire son lycée, donc sa classe à l'âge de 15 ans, en internat. Wow. Waouh! Alors pour nous, ça a été compliqué, parce que nous, nos enfants, on les aime du plus profond de notre cœur, et au plus on les a avec nous, au mieux c'est. Et il a pris lui-même cette décision-là, pour plein de raisons. On s'en rend compte maintenant. D'une part, il avait besoin de liberté, même si, et c'est très paradoxal, là-bas à l'internat, tous les quarts d'heure, tout est très cadré. Mais c'est lui qui l'a décidé. Il a décidé, comme tu le disais, Martin, tout à l'heure, de son bac à sable. Et surtout, on s'en était pas rendu compte, mais il a pris cette décision-là aussi, justement, pour éviter d'être trop vers une tentation ou une addiction vers les fameux Fortnite, les écrans autres, puisque de fait, là-bas, il n'y en a pas de toute la journée. Et en fait, c'est absolument magique, parce que là, c'est sa 2e année à l'internat. Il n'est pas là du lundi au vendredi. Il rentre les vendredis soirs. On est tellement plein d'amour pour lui et lui pour nous. Et il travaille tellement toute la semaine. Il a des heures d'études pour faire ses devoirs qu'il fait toute la semaine. Et oui,
il profite de ses jeux, de ses Fortnite, de ses socialisations en ce moment avec ses copains en ligne. Et il en est très heureux. Et nous, on en est très heureux pour lui. Et ça a mis un magnifique équilibre dans notre vie familiale. Et si j'en témoigne, c'est juste pour dire que quand nos enfants ont un élan, une envie et quelque chose vers lequel aller, ça n'a pas été facile pour nous, je tiens à le dire, mais on lui a fait confiance sur ce coup-là et on s'aperçoit que c'est bénéfique à tout point de vue et qu'il a été bien plus mature que nous pour décider de ça, en fait. Ouais. Oui, c'est magnifique. Et ça aurait été tellement facile de tomber dans la culpabilisation, dans trouver toutes sortes de raisons pour ne pas le laisser faire ce choix-là. Oui, oh oui. Mais là, tu vois, c'est un choix positif. Le plus difficile, c'est quand on voit nos enfants faire des choix négatifs ou des choix avec des choix qui risquent d'avoir des impacts négatifs pour eux. Et se taire, les laisser aller et les laisser assumer le truc moche qui vient au bout. Et bon, on parle d'adolescents, mais tu sais, moi, je me rappelle, j'ai fait ça avec ma fille, elle avait 5 ans. À l'heure du coucher, elle était souvent en résistance et elle voulait pas aller faire dodo. Et j'ai choisi de dire, OK, on va faire une expérience, Emmanuel. Pendant une semaine entière, je te laisse aller au lit au moment qui te convient. Excellent. Et là, j'ai dit, par contre, peu importe ce qui se passe, le lendemain, tu vas à l'école. Fatigué, pas fatigué, mal de tête, pas mal de tête, le lendemain, tu vas à l'école. C'est non négociable. Tu assumes. Et moi, je n'accepterai pas de subir une humeur désagréable le soir. Mais tu te couches à l'heure que tu veux. Essaye de voir ce qui se passe. Et là, bon, ma fille a un tempérament un peu opposant et elle me dit, je vais pas faire de dodo. Je dis, OK, d'accord, mais c'est correct, essaie-le. Fais l'expérience. Alors, le soir 1, justement, moi, elle veut pas aller faire dodo, je la laisse aller, je la laisse jouer. Moi, vers 10 heures, je m'en vais me coucher, je lui dis bonne nuit. Dans la nuit, vers 1 heure du matin, je me réveille et elle s'est endormie sur le canapé devant la télé. Je viens pour la prendre et la mettre dans son lit. Elle fait non, je vais pas faire dodo, tu m'as dit non. OK, pas grave. Je l'ai retrouvée le lendemain matin, à plat ventre, sur le tapis du salon, à travers ses jouets. D'accord. Deuxième nuit, elle a fini par aller se coucher dans son lit, parce que moi, quand je l'ai trouvée là, je fais pauvre cocotte. Tu aurais au moins pu aller coucher dans ton lit, c'est quand même plus confortable, mais ça t'appartient, c'est ton choix. Deuxième soir, elle s'est couchée, je crois, à 1 heure du matin. Elle est allée au lit à 1 heure du matin. Elle a fait ça pendant 5 jours, rendue au 6e matin. Elle est en pleurs, elle est verte. Ben oui. Et là, elle me dit, maman, je comprends maintenant pourquoi c'est les parents qui décident à quelle heure on va faire dodo. J'ai dit, OK, est-ce qu'on met fin à l'expérience? Oui, d'accord. Excellent. Waouh, super. On peut faire ça pour tout, bien sûr que non. Tu sais, si la sécurité de l'enfant est en danger, s'il est très jeune et que les impacts sont très... tu sais, je veux dire, par exemple, je ne peux pas le dire à un enfant de 7 ans, si tu ne veux pas aller à l'école, tu ne vas pas à l'école. Tu sais, il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas faire ça. Mais quand on a des opportunités de le faire, je trouve que c'est des superbes. Oui. Merci de nous apporter ça. Mettez-nous dans le chat ce que vous avez retenu. Je savais que ça allait être extraordinaire. Je sais aussi qu'on pourrait d'ailleurs, quand vous faites des lives et tout, ça dure des heures. Et pour le coup, c'est vous qui vous couchez très tard la nuit, n'est-il pas? Oui. Allez, mettez dans le chat ce que vous avez retenu. Je vous rappelle cette pratique qui est importante dans le cadre de ce sommet. Plus vous posez tout de suite les 2-3 points de conscience clés que vous avez retenus de ce que nos amis Nancy et Martin nous ont proposé, plus vite ça vous aidera à vous engager dans cette voie. Il y a eu énormément de pépites. Je pense qu'on est tous touchés par ce sujet du leadership et comment faire au mieux et pas dans la perfection comme ça a été dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut être un champion de l'imperfection, comme j'ai l'habitude de le dire habituellement avec nos enfants, et s'inscrire juste dans l'excellence et d'apprendre de nos erreurs et de grandir en même temps qu'on les aide à grandir. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement qui vous a interpellé, qui vous donne envie de tester, comme la petite a testé de ne pas dormir, pour voir quel va en être le résultat. Je veux vraiment vous remercier sincèrement de votre disponibilité, de ces partages, de ces pépites.
Le leadership est un sujet si passionnant qu'on ne pouvait pas passer à côté des 2 plus grands experts en francophonie dans le rapport aux parents que vous êtes. Donc, je suis très honoré et heureux. Merci du travail que vous faites et de ces partages. Et comme d'habitude, j'aurais tendance à dire, les plus grands experts sont ceux qui racontent les choses avec le plus de simplicité, ce qui nous permet de mieux comprendre. J'ai beaucoup appris aussi avec vous ce soir. Merci beaucoup, les amis. Écoute, si tu me permets, Nicolas, comme mot de la fin, j'aimerais juste donner une dernière pépite à tout le monde. Bien sûr. Ce qu'on appelle, nous, les 3 piliers du leadership éducatif. Qu'on représente par un triangle. En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça me vient de ma formation en programmation neurolinguistique. Les 3 piliers du leadership, pour nous, c'est 1, le courage, la force, qui représente pour moi bon, le cadre, les règles, accepter parfois de décevoir nos enfants, accepter parfois de prendre des décisions qui seront impopulaires, etc. 2e, la douceur. Donc, c'est le côté maman, papa, le jeu, les câlins, les bisous, l'amour inconditionnel dont tu parlais tout à l'heure. Et le 3e, qu'on oublie malheureusement beaucoup trop souvent, c'est l'humour. Oh, yes. L'humour. Rire avec nos enfants. Ici, on rit tellement. Là. Si tu voyais le nombre de conneries qu'on dit et qu'on fait avec les enfants, rire, le plaisir, la joie, la folie. Si vous avez plus, une des premières questions que je pose aux clients en coaching est dites-moi vos zones de plaisir avec vos enfants. Racontez-moi la dernière fois où vous avez eu vraiment du fun avec vos enfants. Je dis du gros fun sale. Et trop souvent, les parents n'arrivent pas à se rappeler. Oh là là, d'accord. On est souvent dans la tâche. Il faut être capable, à titre de parent, de décrocher du quotidien des tâches qu'on doit faire pour mettre plus d'humour, plus de gaieté, de joie. C'est un privilège qu'on a d'être parent. Oh oui, j'ai oublié de le dire. Il y a tellement de personnes qui voudraient l'être. Oui. Une dirigeante d'entreprise que je coach en individuel qui a 42 ans, qui veut être maman, qui n'arrive pas à l'être. Rappelons-nous de ce privilège. Merci, Martin. Oui, exactement, c'est un privilège. Donc, il faut revenir à la base de dire ce privilège-là, est-ce que je peux en profiter au maximum et avoir du plaisir à éduquer mon enfant, à le voir grandir, à le voir évoluer. Ouais, c'est ça. Et comme c'est dit dans le chat, rire ensemble de nos imperfections. Oui. Parents, enfants. Oui. Moi, mes enfants me chambrent tellement souvent. Mais tellement souvent. C'est incroyable. Et d'ailleurs, partager du plaisir, avoir ces bons gros moments de fun. Moi, avec ma petite, je fais des TikTok avec ma petite. Et je sais que ça la met en joie. Et en fait, de la voir en joie quand on fait ça, ça me met en joie. Oui. Et ce qui est très rigolo, c'est que mes posts sur les réseaux sociaux qui ont le plus de succès sont les TikTok que je fais avec ma fille. Donc, tout est dit. Génial. Merci beaucoup, les amis. Je suis très heureux de vous avoir eu. Je vous envoie plein de gros bisous. J'espère vous voir vite en live. J'espère qu'on va avoir l'occasion. Des câlins. Qu'on se voit tous et qu'on puisse se coller. Exactement. C'est ce qui me manque le plus, je pense, les câlins. C'est ça. Merci beaucoup de votre présence. Prenez soin de vous et à très vite. Merci beaucoup, Nicolas. Bye bye tout le monde. Merci infiniment.